quand tu deviens maman, c'est de ne pas oublier qui tu es. Bienvenue dans le 5e épisode de Entre Popote et Lessive, un podcast rendu possible grâce à Parentia avec Julie Taton et Aline, notre experte sage-femme. Ça y est Julie, t'es rentrée à la maison avec ton bébé, ton premier bébé, Côme. Tout te semblait facile ou ça a été compliqué? C'était l'angoisse totale. J'ai demandé à ma maman d'être là, de venir. Mon homme me dit, mais non, c'est notre cocon, c'est notre moment. On va trouver nos marques, fais-toi confiance. Et lui était très, très en sécurité. Enfin, pas en sécurité, mais très en confiance par rapport à ce que je pouvais faire et comment je pouvais gérer. Moi, j'étais complètement paumée. Bon, en plus, comme j'avais expliqué dans un des podcasts précédents, ça s'était mal passé l'accouchement. C'était assez difficile. Donc, j'avais perdu un petit peu mes repères, ma confiance, parce qu'on était tellement avec plein de questions et d'interrogations par rapport à la santé de Côme aussi, que du coup, je suis vraiment devenue une espèce de petite maman louve, très en protection, très collée à mon bébé, beaucoup de câlins, beaucoup de bisous. Dès qu'il pleurait, hop, c'était le réconforter, le comprendre. Et ma maman me disait, laisse-le, il doit faire ses poumons. Je sais plus si c'était cette expression. Oui, c'est une ancienne expression. Ouais, il doit faire ses poumons. Oui, on est d'accord. Et moi, j'étais là, mais c'est horrible ce truc, maman. Donc, tu m'as laissé pleurer alors qu'il s'attend que j'avais besoin de toi. Et donc, bon, voilà, on en a rigolé. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'étais vraiment dans une espèce de découverte au taquet. Et j'ai vraiment fait appel, effectivement, aux sages-femmes, aux infirmières qui sont venues. J'ai appelé toutes les personnes qui pouvaient venir pour m'aider, pour me rassurer. Et c'était chouette parce qu'elles m'ont rassurée. Et elles m'ont donné confiance en moi en me disant, tu feras des erreurs. Et encore, elle me dit des erreurs. C'est-à-dire que oui, peut-être que tu vas un petit peu mal le tenir. Mais t'inquiète pas, il te fera comprendre que tu le tiens mal. Et toi, tu vas découvrir aussi. Puis, il doit se mettre dans tes bras, il va se lever. Tu dois accepter. Et c'est vrai que c'était vraiment le truc aussi qu'on m'avait dit, c'était de dormir en même temps que lui, un maximum, en tout cas de me caler sur son rythme pour pouvoir tenir. Et moi, j'étais là, j'ai dit oui, mais bon, il y a comme on en parlait, il y a la maison à tenir, il y a mon homme à tenir, il y a le boulot aussi qui va reprendre bientôt. Donc, moi, je dois être un peu au taquet. Donc, c'est justement quand il dort que je peux faire toutes ces choses-là. Et en fait, tu comprends très, très vite que si tu veux faire ça, tu tiens pas. Non, t'es crevé. Mais c'est impossible, quoi. Mais parce qu'effectivement, ton corps se remet, tout est chamboulé, Mais c'est vrai que c'est assez sportif. Et on sous-estime complètement ce que tu disais, Julie, c'est le travail intense. En fait, au niveau physique, l'intensité de ce qu'on appelle ce 4e trimestre, c'est aussi intense que le premier trimestre où tu produis tellement de tissus dans ton corps. Ici, il faut les absorber. Et donc, ça demande énormément d'énergie. Et ce que tu disais aussi par rapport à ce bébé, c'est d'avoir retrouvé cette espèce d'intuition, d'instinct naturel de « je le garde contre moi ». Et en fait, c'est vraiment très précieux d'avoir été à l'écoute de ton bébé et de toi dans cette proximité. Parce que rien que le fait de porter comme ça ton bébé, tu produis plus d'ocytocine. En produisant plus d'ocytocine, parce que 20 minutes de contact affectif, pas 20 minutes de contact où je te pince, mais où je te prends dans les bras, ça augmente ta production d'ocytocine. Okay. La production d'ocytocine, c'est excellent pour l'allaitement, c'est excellent pour la résorption de ton utérus, c'est excellent aussi pour la cicatrisation, c'est excellent aussi pour ton cerveau, parce que là, je parle de l'hormone qui circule dans le corps, qui cicatrise, qui apaise, qui aide à produire, enfin en tout cas à réparer et à produire le lait, mais aussi au niveau cérébral. Pourquoi ? Parce que l'ocytocine, quand elle circule dans le cerveau, c'est l'hormone du lien, de la confiance, de la générosité. Et elle va stimuler des zones dans le cerveau qui permettent de mieux identifier les expressions du visage. Donc, plus tu portes ton bébé, plus inconsciemment, tu es capable, sans vraiment y réfléchir, de voir « Ah oui, mais là, il a plutôt faim. Ah bah oui, mais là, il est plutôt inconfortable. Là, il a juste besoin de pleurer. » Et donc, c'est important que les papas aussi aient ce contact physique parce que ça développe chez eux, dans leur cerveau, ça aussi. Alors, on ne parle jamais des changements hormonaux et neuronaux des papas. C'est impressionnant. Leur testostérone baisse de 30%, leur ocytocine augmente de 30%. Ils produisent des nouveaux neurones, des nouvelles connexions, comme nous. Ce n'est pas les mêmes. Et donc, du coup, le fait de faire porter le bébé au papa, de laisser le papa s'occuper physiquement du bébé, ça renforce sa production d'ocytocine, ça renforce le couple parental et ça permet cette complémentarité parce qu'ils font ça autrement que nous et c'est très bien aussi. Il était actif, ton homme, d'ailleurs, Julie ? Oui, lui, il voulait. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu ce côté de je préfère faire parce que je sais mieux. J'avais l'impression en fait de mieux. Donc, terrible de lâcher le pouvoir. Oui, et c'est comme je l'ai dit, il y a toutes ces complexités. Donc j'étais vraiment en protection et donc j'avais vraiment du mal à lui laisser faire. Donc c'est moi qui devais le changer, c'est moi qui devais le nourrir, c'est moi qui m'en occupais dès qu'il pleurait, c'est moi qui le prenais. Donc j'ai eu du mal. Et puis la vie a été un peu, on va dire, bien faite. C'est que mon travail a très vite repris et à ce moment-là, j'étais sur Paris et donc j'ai dû faire les allers-retours. Et donc j'ai été obligée, quand Côme avait 3 mois et demi,
de le mettre à la crèche et alors c'est le terme aujourd'hui qui reste un peu, mais de l'abandonner. En tout cas, de partir travailler et de le laisser à son papa. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, alors j'aurais été incapable de le faire avec Tao, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui je me dis non, on va reprendre le boulot et autant bosser pour... Non, c'est d'abord mon bébé, et pour en fait, comment j'étais dans un apprentissage, que c'était mon premier, et qu'à ce moment-là, ma vie professionnelle était très importante pour moi. Donc ça me nourrissait aussi, ça m'apportait aussi une satisfaction. J'avais ce besoin de me réussir, en tout cas professionnellement, pour me sentir bien. Et donc je me disais, si je suis bien, je serai bien avec mon bébé. Donc il y avait cet équilibre que je pensais qui était bon. Et je crois qu'encore aujourd'hui, il était adapté à ce moment-là, en tout cas. Lundi, je le déposais à la crèche. J'étais à Paris. Mardi, je faisais mon émission du soir. Je rentrais à minuit. Je m'occupais de Côme le mercredi matin. Je le redéposais à la crèche. Je repartais prendre mon Thalys et je rentrais le vendredi. Et puis je passais le week-end, donc du coup, en famille. Donc je faisais des in-out, mais donc du coup, ça a laissé une place à son papa. Et je pense qu'en fait, au final, c'était pas mal parce que du coup, tous ces moments-là, il les a vécus et il a créé. Et je lui ai laissé par obligation une place parce que je pense que si j'étais restée à la maison, j'aurais pris toute la place. Et c'est super parce que justement, de pouvoir avoir cette conscience de à quel point nous, femmes aussi, nous nous accrochons à notre pouvoir de mère. Ouais. Et qu'il y a une espèce de le pouvoir. On parle toujours de la surcharge mentale des femmes, mais est-ce qu'on est prête à lâcher le pouvoir? Parce que ça reste vraiment notre zone, notre territoire. Et que de voir le papa qui fait ça un petit peu différemment, non, c'est pas. On devient affreuse, on devient des vraies mégères. Oui. Et donc, alors c'est un peu dommage que tu aies eu le sentiment d'abandonner ton bébé, mais quelque part, en même temps, ça a permis de laisser la place au papa. Et je pense que c'est important pour les jeunes parents de se rendre compte qu'on est différents. C'est la mère qui allaite, pas forcément, c'est la nature qui a prévu ça. Et c'est très bien que le papa n'allaite pas. Il a tellement d'autres choses à faire, tellement d'autres choses à apporter à son bébé. Et de nouveau, on parlait de ces changements cérébraux. Plus on va le faire, et bien plus le papa va se perfectionner, entre guillemets, et l'enfant va avoir du plaisir d'être avec son père. Et plus l'enfant va avoir du plaisir, il va renvoyer des signaux positifs, y compris des hormones qui sont transmissibles. Plus le père va être valorisé dans son rôle, plus il va avoir envie de s'occuper de son bébé. Et donc, c'est vraiment important, nous, femmes, de lâcher ça et d'être dans ce vrai partage aussi au niveau de l'éducation. Et c'est comme ça aussi qu'au niveau de la charge mentale, on pourra se décharger un petit peu en disant, parce que le père va se sentir, ou le partenaire va se sentir plus impliqué. T'as allaité, toi, Julie? Non, moi, j'ai pas allaité parce que, comme c'était un peu compliqué j'ai essayé les 2-3 premiers jours, mais j'étais tellement dans un stress intense parce qu'on devait passer des IRM, on devait passer pas mal d'examens par rapport à son angiome qui, en fait, pouvait amener d'autres problèmes au niveau neurologique, au niveau de son développement. Et donc, bref, on a eu 2 années d'examens intenses. Voilà, donc en fait, j'étais vraiment pas détendue. J'ai essayé un peu, ça venait pas, ça m'a stressée. Et donc, gentiment, ils m'ont dit, écoutez, voilà... Vous mettez pas la pression. Voilà. J'ai l'impression que c'est un stress pour les jeunes mamans, l'allaitement. Alors, c'est un stress sans l'être, parce que comme de nouveau, c'est comme pour accoucher, c'est comme pour être enceinte. On est faite pour ça, la plupart d'entre nous. Mais le mot clé que tu as utilisé, c'est le mot stress. Et c'est exactement les mêmes hormones qu'on a besoin pour faire l'amour, pour accoucher et pour allaiter, plus ou moins. Et que c'est clair que si on ne fait pas l'amour quand on est stressé, ou pour accoucher, ça ne fonctionne pas non plus. Et c'est clair qu'il y a aussi la notion de douleur. Et comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment une différence entre... ça peut faire mal au début, mais si ça devient de la souffrance, ce qui avait l'air de devenir comme ce que tu vivais toi, alors là, forcément, les hormones ça, ne peuvent plus fonctionner. Et il n'y a plus aucun intérêt parce que la maman n'est pas détendue, il n'y a pas de plaisir. Et du coup, le bébé, il y a un rapport à l'alimentation qui devient un enjeu. Et ça n'a aucun sens. Mais par contre, de nouveau, pouvoir se préparer, savoir ce que c'est, savoir ce que ça implique, savoir que ça va peut-être pas être facile au début, et se donner les moyens une fois qu'on a accouché, permettent de favoriser ça parce que, alors c'est pas le meilleur pour le bébé évidemment, mais c'est le plus naturel, c'est ce qui est le prévu par la nature, c'est très intelligent, c'est bien fichu toute cette histoire, mais de s'entourer de nouveau parce qu'on n'a pas vu nos mères allaiter, on n'a pas vu nos sœurs allaiter, on doit tout réinventer, et il y a de nouveau des dictats qui disent mais si tu n'allaites pas, tu es une mauvaise mère, tu allaites plus de 6 mois, c'est de l'inceste, de toute façon, je veux dire c'est absurde, les femmes, quoi qu'on fasse, de toute façon c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais donc de s'entourer, d'aller voir si vous avez des soucis, d'aller voir une consultante en lactation, d'anticiper avec votre sage-femme et surtout de se faire soutenir dans les premiers jours parce que c'est clair que c'est les premiers 15 jours qui vont être importants dans l'allaitement. Et puis il y a un tas de solutions mixtes aussi. Il y a d'être en accord avec ce qu'on ressent et en même temps ce qu'on ressent, comment le calibrer, comment avoir les bonnes informations
alimentation pour pouvoir s'ajuster aux besoins du bébé, à ses propres besoins. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que toi, Julie, tu as recommencé à bosser très vite pour Taoé aussi. Tu as repris la radio assez rapidement. Est-ce que tu t'es sentie un peu jugée peut-être par d'autres mamans? Oui, il y avait un peu ce regard en disant, mais enfin, pourquoi tu retravailles, surtout pour Com, parce que Taoé, à la limite, c'était la radio, donc les après-midi, j'étais à la maison, enfin, on peut quitter avant midi, enfin, j'avais un rythme quand même assez cool, même si c'était quand même assez éprouvant parce que je me réveillais, du coup, pour aller travailler, puis, donc c'était assez intense, mais c'était gérable, en tout cas. Et donc, du coup, je faisais des siestes les après-midi. J'ai adoré faire des siestes avec mon bébé. C'était un moment de pur bonheur. Donc non, c'était vraiment très, très chouette. Mais c'est vrai que tu te rends compte que dès que tu es enceinte et que tu portes donc la vie, il y a un jugement qui se met. Voilà, on te juge si tu fais trop de sport, si tu fais pas assez de sport, si tu te reposes pas assez, si tu travailles de trop, si t'en fais trop, si t'en fais pas assez, si tu grossis trop, si tu grossis pas assez. Puis quand tu accouches, là il y a pas de jugement parce qu'en fait tu fais tout ce que tu peux et puis on y va. Voilà, on te demande juste de sortir, vas-y, allez hop, on sort le gigot du four et on est bon. Mais c'est après que effectivement tu reviens dans une zone où on te dit ah oui tu fais ça comme ça, moi je faisais pas comme ça, moi je ferais ça comme ça. Oui mais il faut peut-être mieux faire ça. Et en fait, c'est très compliqué. Et c'est ce que tu disais, Aline. Le truc qui est le plus compliqué, je pense, quand tu es maman, quand tu deviens maman, c'est de ne pas oublier qui tu es. Et en fait, d'être en accord avec toi, avec tes fragilités, avec tes angoisses, avec tes pressions. Et moi, c'est vrai que à l'époque donc de Com, comme il y avait toute cette angoisse par rapport à sa santé, je ne me sentais absolument pas prête et j'avais pas envie de commencer à stresser pour est-ce qu'il va grossir assez, est-ce que je vais donner assez de sein, est-ce que j'ai donné assez, il va se réveiller. Et j'aimais bien l'idée aussi que mon homme participe. Et donc de pouvoir me dire que moi je vais aussi un peu me reposer parce que là j'ai pris un peu un choc. Ça a été un coup quand même et c'est à ce moment-là quand il est né en tout cas j'étais pas sortie comme aujourd'hui d'affaires on va dire, donc il y avait beaucoup de stress par rapport à ce qu'on m'avait dit, enfin voilà on m'a tout sorti dans le premier rendez-vous, crise d'épilepsie possible, malformation, blablabla, enfin je vous ai pas des détails mais donc du coup j'étais tellement comme ça que je me suis dit ah non en fait je vais un peu déléguer, donc mon homme va faire les biberons et on va faire une nuit sur 2 et c'était très chouette parce qu'on a trouvé un rythme tous les deux où en fait j'entendais naturellement mon bébé qui pleurait parce qu'il était entre nous et c'était chouette parce qu'on avait créé un petit rythme et un cocon et donc de nouveau on était sortis un peu du jugement des autres et on s'est dit comment nous on veut faire, comment nous on se sent à l'aise dans notre routine, dans notre rythme et comment chacun est ok et on se tient la main et go et on verra. Il y a un très beau concept qui nous vient d'un thérapeute familial danois qui s'appelle l'équidignité. Et là, c'est vraiment l'idée de les enfants, les bébés ont des besoins intenses dont nous, parents, sommes responsables de veiller à ce qu'ils soient... Parce que forcément, ils n'ont pas les outils pour répondre à leurs propres besoins. Mais il y a aussi les besoins des parents. Et comment? Parce qu'on a été très loin dans les besoins des enfants. Enfin, les besoins des enfants, ça n'existe pas. Les enfants, ça n'a pas d'âme. Il a fallu attendre, je crois que les années 80-90, avant qu'on n'opère pas les bébés sans anesthésie. Jusque-là, on les opérait. Un bébé, ça ne sent rien. On opérait sans anesthésie. Donc, il a fallu attendre tout ce temps-là. Et donc, du coup, on est passé dans l'excès inverse. Le bébé a tellement de besoins. Et puis, comme parent dans famille nucléaire, c'est la famille nucléaire qui doit répondre à tous les besoins du bébé. Alors, c'est que les besoins du bébé n'ont pas changé. Ils sont toujours aussi intenses. Mais si c'est au détriment des besoins des parents. Ouais. Et nos besoins, ils évoluent aussi en fonction de notre conscience. Et qu'il y a des jours, comme tu disais toi-même, il y a des moments dans la vie où j'étais capable de prendre conscience de ceci, de faire certains choix. Et je faisais des choix parce que ça répondait à d'autres besoins. Quand je disais non à mon bébé, que, entre guillemets, tu disais, je l'abandonnais, mais tu disais oui à d'autres besoins qui étaient les tiens. Mais peut-être que plus tard dans la vie, on se dit, en fait, ce besoin auquel je disais oui, ça n'a plus d'importance aujourd'hui. J'ai besoin de dire oui à d'autres besoins. Donc, c'est vraiment de trouver un équilibre à la fois, mais de conscientiser de nouveau à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et quand je dis non à quelque chose, ça répond oui à quoi. Et de faire la paix, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins, on ne peut pas répondre à tous nos désirs. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait avec... faire la paix à l'intérieur en disant oui d'accord mais j'avoue que c'est parce que moi j'ai besoin de m'épanouir là pour l'instant, je suis désolée, t'es avec cette mère là pour l'instant, mais je fais de mon mieux parce que je sais que je dis oui à d'autres de tes besoins. Ouais. Mais ceci dit, ce n'est pas que ce que tu viens de dire, Aline, à mes yeux et à mon sens, c'est
c'est pour la vie, en fait, comme ça. Mhm. C'est se respecter soi, c'est se positionner, c'est s'écouter, et respecter naturellement la personne qui est en face, mais ne pas s'oublier, en fait, tout simplement. Et de se rendre compte qu'en même temps, c'est lié à nos besoins ou nos désirs sont liés aussi à nos angoisses Ouais. d'abandon ou nos angoisses, nos besoins d'être reconnus par les autres. Et comment on joue avec ça? Comment on joue comme parents avec toute cette subtilité psychologique? Et on fait ce qu'on peut et on rame avec... On fait ce qu'on peut, c'est exactement. surtout ça. Bien, je propose qu'on termine sur ces belles paroles. Aujourd'hui, Julie, tu as 2 enfants, t'en Ouais. profites au max, t'es heureuse, t'es Ouais, rayonnante. vraiment. Merci. Est-ce que tu vas t'arrêter à 2 ou un petit J'aimerais troisième bien. pourrait arriver? Ouais, j'aimerais bien. Peut-être un petit J'ai troisième. vraiment pris tellement de plaisir, et puis c'est tellement chouette de donner la vie, et puis de les voir évoluer, et puis oui, ça a toujours été une envie d'avoir une grande famille, donc écoute, on verra, hein, voilà, on verra Qui ce que la vie nous réserve. Merci Julie, Merci à toi, Chaline, vraiment. Aline pour Avec cet plaisir. échange entre filles et sans tabou. Entre Popote et lessive s'achève ici avec ce 5e épisode. Merci à la Caisse d'allocation familiale Parentia qui a rendu possible cette discussion. N'hésitez surtout pas à les contacter pour un paiement ponctuel de votre prime de naissance ou vos allocations familiales. Ils seront plus que ravis de vous aider et de vous accompagner. Rendez-vous sur parentia.be pour toutes les informations liées à l'administration familiale. Julie, Aline, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et encore un grand merci. Merci Aline, et merci à toi, Chaline, Merci. vraiment beaucoup. Parentia, près des parents dès les premiers instants.